Aujourd'hui, je vais vous parler de mon second roman, L'Esclave. Mais à travers lui, je vais aussi vous donner ma vision de ce que sont, à mes yeux, une soumise et une esclave. Pour commencer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce roman, et parce qu'il parle de lui-même, je vais vous en lire le résumé. Elle se rêvait esclave d'antan, esclave éternelle, sans droit de parler, les yeux toujours baissés, agenouillée ou prosternée aux pieds de son maître. Elle rêvait de chaînes, de fouets, de contraintes. Elle rêvait d'absolu. Plus le temps passait, plus ses fantasmes s'intensifiaient et lui tordaient le ventre d'envie. Léna ne s'expliquait pas comment une femme éduquée, libre, sans traumatisme physique ou psychique, pouvait désirer ainsi être privée de liberté. Comment justifier l'excitation d'être asservie plus encore qu'un animal domestique, de vivre cloîtrée, sans intimité, constamment aux ordres, rabaissée, peut-être même frappée. Au pied du maître à qui elle fera don de son corps et de son âme, elle découvrira la soumission, l'extase et la souffrance, jusqu'à devoir faire face à son ultime limite. Ce second roman a été publié en 2014 aux éditions Tabou. Je crois qu'il n'est simple pour personne de publier un second roman, surtout lorsque le premier a reçu de bonnes critiques. On se demande forcément s'il va y avoir comparaison, si le second va plaire au moins autant que le premier. L'avantage, sans doute, de ma condition, c'est que la vie de mon maître prévaut sur tous les autres, et l'esclave lui a tout de suite plu. Toutefois, j'avoue avoir été vraiment heureuse de découvrir à sa sortie que beaucoup l'appréciaient. Et encore aujourd'hui, je sais qu'il est le préféré de beaucoup de mes lectrices, et ça me touche beaucoup car ce livre est très symbolique pour moi. Je crois que vous allez m'entendre dire ça pour chacun d'entre eux, mais c'est vrai, ils le sont tous. En préambule, il est très important de préciser qu'il n'y a pas de définition type. Le BDSM est un univers où chacun pratique comme il l'entend et se positionne en accord avec ses propres critères et ses choix de vie. Loin de moi l'idée de catégoriser des pratiques et encore moins des pratiquants, en les mettant dans des cases, il ne s'agit pas de cela. Je ne parlerai pas ici des séances one-shot que l'on peut imaginer en club ou lors de certains prêts ou échanges. Et je ne parlerai pas non plus des relations particulières dominas-soumis. Je ne m'en sens nullement légitime, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de similitudes. Je vais plutôt m'attarder sur les relations construites et relativement durables. Il va également de soi que je ne fais nullement référence à l'aspect historique de l'esclavage. Ici, il s'agit uniquement d'un contexte BDSM et d'un choix de vie fait en toute liberté d'acte et de pensée. De mon point de vue, une soumise est par définition soumise à son maître. C'est un engagement, un choix fait par elle de se donner et par lui de l'accepter en collier. Un cadre est fixé, des limites clairement annoncées, et dans certains cas, un contrat est signé. Généralement, la relation évoluera autour de séances qui auront lieu à un rythme qui pourra être très variable. Certaines relations se vivront principalement à distance et n'incluront que quelques séances par an. D'autres adultères seront plus fréquentes mais peut-être très courtes et ne permettront pas des nuits, ou très rarement. D'autres encore se vivront plus fréquemment et plus librement, mais s'adapteront quoi qu'il en soit à une vie sociale, professionnelle et familiale, de l'un comme de l'autre. Même si le maître impose à sa soumise nombre de contraintes, de rituels et d'obligations, la soumise gardera des moments de relative indépendance. Le contact des membres de sa famille, d'amis, de collègues de travail. Rares sont les soumises qui évoluent au quotidien, en permanence et en toutes circonstances avec autour du cou un collier dont le sens est sans équivoque. Et encore plus rares sont les soumises capables d'être 24 heures sur 24 au service de leur maître. Et c'est toute la différence que je fais entre ces deux conditions. Il ne s'agit pas de la volonté ou de la capacité à se soumettre. Ma définition, et encore une fois, il ne s'agit que de la mienne, c'est la disponibilité physique, mentale et matérielle à se mettre à la disposition de son maître en permanence. Mais ça ne fait pas tout. Encore faut-il que le maître lui aussi puisse et veuille prendre possession d'elle dans ces conditions. C'est exactement ce qui se passe dans mon roman. Léna s'offre à son maître comme esclave et celui-ci la prend entièrement à son service, à demeure. D'ailleurs, ce maître dispose déjà d'une soumise, mais celle-ci n'a pas le même rôle. Elle ne vit pas avec lui en permanence. Sans doute a-t-elle une autre vie en parallèle. Je précise bien sûr que tous les couples vivant ensemble et pratiquant le BDSM ne sont pas maîtres et esclaves, et ne peuvent pas forcément l'être, surtout s'il y a des enfants. Le fait de vivre sous le même toit n'est évidemment pas le seul critère. Quel que soit le contexte, dans notre société moderne, il est presque impossible de se donner à 100%. Dans les relations BDSM, il est important que tout soit pleinement consenti. Il ne doit y avoir aucun doute là-dessus pour la soumise comme pour le maître. À tout moment, si la situation ne lui convient plus, elle doit pouvoir partir sans être retenue par des contraintes matérielles. Une esclave qui vit chez son maître, qui n'a pas de travail ni de vie sociale, risque de se retrouver dans une situation complexe, si sa condition ne lui convient plus, surtout si son maître n'est pas bienveillant. Mon maître me dit toujours que ma seule liberté, c'est de lui rendre mon collier. Mais reprendre sa liberté n'implique pas les mêmes choses que l'on soit soumise ou esclave.
D'ailleurs, si j'allais au bout de ma logique, une esclave ne pourrait pas réellement choisir de reprendre sa liberté, ce qui peut amener à des situations compliquées. C'est conscient de cette situation que dans mon roman, le maître de Lena accepte de l'avoir pour esclave pour 1 année seulement, évoquant justement que cette condition pourrait se révéler malsaine au bout d'un certain temps. Il s'assure qu'elle retrouvera logement et travail après ce laps de temps, et s'engage à l'accompagner dans son retour à une vie normale. Ce principe se retrouve dans tous mes romans d'ailleurs. Toutes les soumises dont j'écris les histoires sont capables de reprendre leur liberté sans se heurter aux complexités matérielles. À ce titre, elles sont finalement plus libres que bien des femmes en couple vanille qui souhaiteraient quitter leur conjoint mais qui ne le peuvent pas pour plein de raisons. Mais c'est un autre sujet. Je me suis aussi appliquée à ce que tous les maîtres de mes romans aient à cœur cette préoccupation. Que ce soit Hans dans Marquet au fer qui pousse Laura à faire des études, Emmerich dans Pluriel qui a pour critère entre autres que ses soumises gardent un emploi, ou même Tristan qui pousse Ange à prendre confiance en elle et à écrire. Tous font en sorte de laisser une porte de sortie à leurs soumises. Je pense que c'est un élément très important à prendre en compte lors d'une rencontre. Si le dominant cherche à couper du monde sa soumise, à la rendre matériellement dépendante, alors il y a un risque qu'il soit davantage pervers narcissique que véritablement maître BDSM. Une soumise reste par choix, elle se bat pour conserver son collier, c'est ce qu'elle veut plus que tout. Elle ne doit jamais devoir rester pour de mauvaises raisons. C'est pour ça qu'à mes yeux, il est difficile, voire impossible d'être véritablement esclave. Qu'arriverait-il si un jour le maître se lasse et ne veut plus d'elle ? Comment retrouver une vie normale après un tel isolement, au-delà du traumatisme du rejet ? Toutefois, je conçois très bien que ce soit un fantasme. C'est d'ailleurs l'un des miens d'une certaine façon, et mon roman L'Esclave n'est rien d'autre que l'expression de ce fantasme. Une vie d'absolue soumission, totalement dédiée à son maître, ne plus avoir de limites, ni le moindre libre arbitre à aucun moment. Et pas seulement quelques heures ou quelques jours entrecoupés de moments autres. Ce livre était une façon de dire à mon maître ce que j'aurais aimé pouvoir être pour lui, tout en ayant conscience que c'était impossible. Surtout sur le long terme pour toutes les raisons évoquées précédemment. Je sais d'ailleurs que lui non plus ne souhaiterait pas une telle relation si extrême à long terme. Mais l'idée est excitante et troublante. Ce désir d'extrême, je le retrouve régulièrement dans mes mots. Même si au début de ma relation je n'en avais pas vraiment conscience, il m'est arrivé et m'arrive encore de dire ou d'écrire que je suis son esclave dans l'âme. Une façon de dire que sans être véritablement esclave, au fond de mon âme, c'est ce que je voudrais pouvoir être. J'ai aussi remarqué qu'en séance, dans des moments intenses, où je vis pleinement mais où je ne réfléchis plus vraiment, si mon maître me demande qui je suis, je lui réponds toujours spontanément « votre esclave » et jamais « votre soumise », alors que selon ma propre définition, je suis sa soumise. C'est en ce sens que je disais au début que chacun doit vivre et se définir comme il l'entend. Rien ne devrait être figé ou hiérarchisé. L'important est de vivre sa relation en adéquation avec soi-même et avec son partenaire. Et de ce fait, il est justement très important de communiquer avec l'autre lors d'une rencontre, car la définition de l'un n'est pas forcément la définition de l'autre, et mieux vaut éviter les quiproquos. D'une certaine façon, mon fantasme de soumise, d'être esclave, a doucement évolué avec moi, tout au long de mon cheminement auprès de mon maître. Quelques années plus tard, on retrouve dans Abnégation ce désir d'extrême et de huis clos. Au-delà de la disponibilité, être esclave est aussi, à mon sens, être dépourvu de toute notion de limite. Souvent, lorsque les soumises me parlent de leurs pratiques, elles évoquent certaines choses qu'elles ne font pas ou qu'elles refusent. Pour certaines, ce sera la pluralité, pour d'autres, certains actes SM, ou même certaines pratiques sexuelles, l'exhibitionnisme ou les humiliations. Ce que l'une voudrait absolument vivre sera la limite d'une autre, et c'est bien ainsi, nous sommes toutes différentes. De même que certains maîtres ont leurs préférences, et considèrent certaines limites comme inacceptables alors qu'eux-mêmes n'auront pas certaines pratiques. L'important et le plus difficile est de trouver la bonne personne et d'être en accord sur tout ce qui est important. D'autant plus si on sait qu'il n'est pas rare dans ce type de relation que le but est souvent de dépasser ou de faire dépasser une limite. Lorsque j'ai fait part à mon maître de ce que j'estimais être mes limites, lors de nos premiers échanges, je lui ai parlé des aiguilles, des traces indélébiles sur ma peau. Il ne s'agissait pas de pratiques qui lui tenaient à cœur et ça ne lui posait donc pas de problème de ne pas me les imposer. Quelque temps après, c'est moi qui le suppliais de me faire vivre les aiguilles. Et quelques années plus tard, je lui parlais de mon fantasme du marquage au fer. Les limites évoluent dans le temps et c'est inévitable, à moins peut-être d'être une soumise expérimentée qui se connaît très bien. Et encore, qui sait si un autre maître ne saurait pas l'emmener sur un chemin différent. Il est toutefois d'usage que la soumise ait des limites qu'elle expose au maître avant de débuter une relation. Cela peut donner lieu à une clause précise dans un contrat. La différence avec l'esclave, c'est qu'elle n'est pas censée avoir de limites. Toujours dans ma définition, bien sûr, elle n'a aucun libre arbitre, aucun contrôle, aucun interdit. On rejoint alors cette abnégation ultime, dont il est question dans mon autre roman. Je pense qu'il est très rare et sans doute un peu dangereux, surtout pour une novice,
de se croire sans limite, même si encore une fois, c'est un de mes fantasmes de l'être, je ne peux que constater que c'est illusoire. Si les limites évoluent et si certaines se brisent, du fait de la soumise elle-même, ou par la volonté et la capacité du maître à l'emmener au-delà, d'autres peuvent s'imposer. Parfois, il s'agira de pratiques auxquelles on n'avait pas pensé, d'où l'intérêt de bien s'informer au départ. Qui par exemple de nos jours pense naturellement à exclure la zoophilie de ces pratiques? C'est quelque chose qui ne me serait pas venu à l'esprit tant cela me semble évident. Et pourtant, lorsque j'ai lu le roman Soumise de Salomé, certaines scènes avec un chien m'ont surprise. Mais alors peut-on vraiment vouloir se lancer dans une relation sans aucune limite? Combien de soumises ai-je entendu dire « je suis prête à tout pour mon maître ». Les mots sonnent bien, mais qu'en est-il en réalité? Est-ce que ce n'est pas seulement une façon de parler? Ne faut-il pas déjà avoir une profonde confiance et connaissance de l'autre pour dire ça? Je me souviens qu'au début, moi aussi, j'aimais dire ces mots à mon maître, mais je ne me sentais pas pleinement honnête. Au plus profond de moi, et malgré mon fantasme d'esclave, je n'aurais pas été prête à me couper complètement du monde et de mes proches pour vivre seule dans une cave, uniquement disponible pour lui alors qu'il ne me solliciterait que quelques heures par-ci par-là. Je n'aurais pas non plus été prête à être mise à disposition de tout un tas d'hommes. Ce ne sont que des exemples, mais cette incohérence me troublait. Nous en avions donc parlé car j'avais eu besoin de lui faire part de cette contradiction. Toutefois, la grande majorité de ce que je n'étais pas prête à vivre, il n'avait pas le souhait de me l'imposer. Nous étions donc sur la même longueur d'onde. Je pouvais dire que j'étais prête à tout ce qu'il souhaiterait m'imposer. Nous étions d'accord sur le sens du mot « tout ». À mes yeux, être esclave ne se résume pas non plus à rester enfermé dans une cave, bien entendu. Tel que je l'imagine et tel que je l'écris dans mon roman, il s'agit surtout d'une présence de chaque instant, d'un service permanent, d'une disponibilité sexuelle totale et d'une acceptation pleine et entière d'absolument tout. Que ce soit la pluralité, le SM, les prêts ou même les périodes d'ignorance et d'inutilité. Il est bien sûr question d'amener l'esclave à être parfaitement conforme aux attentes, mais c'est aussi le cas pour la soumise. Je pense que lorsque l'on connaît très bien son partenaire, il est certainement possible d'avoir une telle relation, sans aller au-delà de ce que l'autre peut supporter, car c'est induit. Être esclave ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre que de la servitude d'un côté et des ordres de l'autre. Rien n'empêche, à mon sens, une vraie complicité et des moments privilégiés. Mais je trouve que ce terme amène quand même à avoir cette notion d'extrême et de distance, qui diffère des relations maître-soumise que l'on rencontre plus fréquemment. Être esclave implique donc pour moi de n'avoir aucune limite et d'être en permanence à disposition de son maître, à demeure. Cela implique de ne pas avoir de vie personnelle, familiale ou professionnelle et de consacrer entièrement sa vie à son maître. À mes yeux, c'est un fantasme qui n'est pas nécessaire de réaliser sur le long terme. Mais pourquoi pas quelque temps, dans le cadre d'une relation de totale confiance. Bien que le côté provisoire rende finalement fausse cette notion d'esclave. L'aperçu de ce mode de vie et une immersion totale dans cette condition doivent être particulièrement enrichissants, pour l'un comme pour l'autre, et apporter des émotions très particulières. C'est précisément ce que décident de vivre les personnages de mon autre roman, Abnégation, sur lequel je ferai un autre podcast. Il viendra très certainement en complément de celui-ci sur le sujet, car sans en avoir conscience au départ, je trouve que ces deux romans sont assez complémentaires. Je serais curieuse d'avoir votre avis sur ce sujet et de connaître vos propres définitions et les différences que vous faites entre soumise et esclave. Vous définissez-vous plus l'une comme l'autre? Est-ce que c'est pour vous un fantasme, et si oui, auriez-vous envie de le réaliser vraiment? N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Instagram, YouTube ou Facebook, c'est là que je serai la plus à même de vous répondre. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Je publie un nouvel épisode un lundi sur 2 à 18h. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le rater et à très bientôt.